Son corps, il est resté là, prisonnier de la glace, pendant plus de 5000 ans. 5 millénaires. Au début, bien sûr, tout le monde a pensé à une tragédie alpine assez classique, une simple victime du froid, un accident de montagne. Mais la vérité, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup plus sombre. Non, ce n'était pas du tout un accident. Cet homme n'est pas mort de froid. Il a été assassiné. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui la science nous donne les outils pour ouvrir une enquête qui traverse les millénaires. On va ensemble reconstituer l'une des plus anciennes affaires de meurtre de toute l'histoire de l'humanité. Alors, revenons au tout début. Comment est-ce qu'on a découvert ce corps? Parce que tout part de là, d'une découverte qui, au premier abord, semblait presque banale. On est le 19 septembre 1991. Imaginez un peu la scène. Un couple de randonneurs allemands, Erika et Helmut Simon, se promènent tranquillement dans les Alpes de l'Ötztal. Et là, à plus de 3200 mètres d'altitude, ils tombent sur un corps. Un corps jauni, presque momifié, qui sort littéralement de la glace. Forcément, la première idée qui leur vient à l'esprit, c'est la plus logique. C'est un alpiniste qui s'est perdu. Une tragédie moderne, quoi. Sauf que, très vite, quelque chose cloche. Les objets trouvés autour du corps, ça ne colle pas du tout avec l'équipement d'un grimpeur moderne. On parle d'une hache d'un genre vraiment bizarre, de chaussures faites en herbe tressée et même d'un carquois rempli de flèches. Ça n'a aucun sens. Et c'est là qu'un archéologue, Konrad Spindler, entre en scène. Il examine la fameuse hache et ce qu'il découvre va tout faire basculer. Cette hache, elle est en cuivre pur. Une technologie qui nous ramène tout droit au néolithique, à l'âge du cuivre. D'un coup, toutes les théories sur l'alpiniste moderne, elles s'effondrent complètement. La datation au carbone 14 vient confirmer ce qui paraissait impensable. Le verdict tombe. Cet homme a vécu il y a 5300 ans. 5300 ans! Le glacier venait de nous livrer une capsule temporelle parfaite. C'est à ce moment-là qu'on lui donne son nom. Ötzi, l'homme des glaces. C'était sa seconde naissance. Ok, maintenant on sait qu'il est incroyablement vieux. Mais la question c'est, qui était cet homme ? L'enquête change de nature, on passe de la découverte à l'identification de la victime. Il faut lui redonner une identité, transformer ce spécimen en une personne. Et peu à peu, son portrait se dessine. Les analyses nous disent qu'il avait environ 45 ans, qu'il mesurait 1,60 m. Clairement, ce n'était pas un roi, ni un grand chef de guerre. Ses mains, pleines de callosité, nous racontent une vie de travail manuel. C'était un homme du peuple, probablement un artisan ou un éleveur, mais attention, c'était aussi un vrai maître de la survie. Et pourtant, cet homme a beau être ordinaire, son équipement, lui, est tout sauf banal. C'est du matériel de pointe pour l'époque. Sa hache, par exemple, en cuivre pur à 99,7%, c'était un objet de luxe, une arme de haute technologie. Son arc, même s'il n'était pas terminé, était en bois d'if, le meilleur bois possible pour la guerre. Ce gars-là, il était super bien préparé. Il n'était pas juste parti se balader. Une autre découverte absolument fascinante a été faite directement sur sa peau. Des tatouages. Et pas juste un ou deux, non, 61. Un nombre énorme qui a tout de suite intrigué les chercheurs. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Et la réponse, elle est tout simplement extraordinaire. En fait, son corps est comme une carte de ses douleurs. On sait qu'Ötzi souffrait d'arthrose et ses tatouages ne sont pas du tout décoratifs. Ce sont en fait des marques thérapeutiques, placées exactement sur les zones où il avait mal, comme le bas du dos ou les genoux. C'est une sorte d'acupuncture primitive. Et c'est à ce jour la plus ancienne preuve de médecine thérapeutique qu'on ait jamais trouvée. Bon, on a le portrait de la victime, mais maintenant on arrive au cœur de l'affaire, le moment où tout bascule. Pendant 10 ans, on a cru à une histoire, mais une seule découverte va absolument tout changer. Pendant une décennie entière, la théorie officielle était simple et logique. Ötzi a été surpris par une tempête en haute montagne et il est mort d'épuisement et de froid. Une fin triste, certes, mais un accident. Sauf que ce n'était pas la véritable histoire. C'était une erreur. Et le tournant, il arrive en 2001. Grâce à une simple radiographie, les chercheurs découvrent quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Une pointe de flèche en silex logée profondément dans son épaule gauche. Là, plus de doute possible. Ötzi a été assassiné. La plus vieille enquête pour meurtre de l'histoire pouvait enfin commencer. Et une fois qu'on a cette preuve, d'autres indices viennent s'ajouter au dossier. D'abord, on trouve une coupure profonde sur sa main droite. C'est une blessure de défense typique. La preuve qu'il s'est battu au corps à corps 1 ou 2 jours avant de mourir. Et ce n'est pas tout. L'analyse du pollen dans son estomac montre qu'il a grimpé la montagne à une vitesse folle juste avant sa mort. Il n'y a qu'une seule conclusion possible, il était en fuite. Alors maintenant, on a les preuves. On peut enfin tenter de reconstituer le crime, de comprendre les derniers instants de la vie d'Ötzi et surtout de chercher un mobile. Le scénario le plus probable, c'est celui d'une embuscade fatale. Le tir est venu de derrière, à une distance d'environ 30 mètres.
lâche. La flèche a touché une artère majeure et il s'est probablement vidé de son sang en quelques minutes. On a aussi trouvé des traces de traumatisme crânien, ce qui veut dire soit qu'il est tombé très violemment, soit que son meurtrier est venu l'achever. Mais alors, pourquoi? Quel était le mobile? On pourrait penser au vol, mais ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que son équipement de grande valeur et surtout sa précieuse hache en cuivre, un vrai symbole de statut, tout a été laissé sur place. Non, l'agresseur n'a pas risqué une poursuite aussi dangereuse en altitude pour voler. Il voulait une seule chose, tuer. L'hypothèse qui reste, la plus probable, c'est donc celle d'un conflit personnel. Une dispute de village, une rivalité qui a dégénéré. Ötzi a sans doute gagné un premier affrontement, celui qui lui a laissé la coupure à la main. Mais son adversaire, ou peut-être ses alliés, ne l'ont pas lâché. Ils l'ont traqué pour se venger. Ötzi a cru pouvoir leur échapper en montant dans la montagne. Mais c'est là-haut que son poursuivant l'a rattrapé et abattu. Alors bien sûr, le meurtrier restera à jamais anonyme. Mais la victime, Ötzi, nous a laissé un héritage absolument inestimable pour la science. Aujourd'hui, Ötzi repose dans une chambre froide high-tech conçue sur mesure pour lui au musée de Bolzano en Italie. Il est maintenu à une température constante de moins 6,5 degrés Celsius pour que son corps soit préservé à la perfection. C'est la technologie qui a résolu son meurtre qui aujourd'hui le protège. Et il y a un paradoxe assez fascinant dans tout ça. C'est le réchauffement climatique, la fonte des glaces qui nous l'a rendu, et aujourd'hui c'est un froid entièrement artificiel qui le protège de la destruction. C'est un messager d'un passé lointain, dont le voyage jusqu'à nous est une histoire en soi. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question ouverte sur l'avenir. Des millénaires après sa mort, son corps continue de nous parler, de nous livrer des secrets. Alors on peut se demander, qu'est-ce qu'il n'a pas encore révélé? Quels autres mystères cette incroyable capsule temporelle nous réserve-t-elle encore?